Alors, bonjour à vous tous, membres de ma communauté web, médiateurs, médiatrices. Je vous rappelle que cette chaîne, ça vise à partager le savoir-faire, le savoir-être, les connaissances sur la médiation, la gestion des conflits à l'amiable, etc. Si vous aimez la chaîne, je vous invite à vous abonner ou à partager pour que ça fasse de plus en plus une communauté. Donc, ça me tient à cœur et c'est toujours encourageant. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un de la Suisse. Alors, la magie du web, hein, Pascal, la magie du C'est web, ça. on peut se rejoindre peu importe où nous sommes, mais avec 6 heures de différence quand même. Alors, On a ici, c'est le réussi. matin. Chez vous, je vois que c'est en fleurs, mais chez nous, ce n'est pas en fleurs. Donc, voilà. Je vous présente Pascal. Donc, Pascal Jean Perly est médiateur accrédité et assermenté avec près de 20 ans d'expérience dans les conflits interculturels, civils et organisationnels. Il est fondateur de Jean Perly Consulting SAL. Je ne sais pas si je le dis bien, tu me corrigeras. Ouais, en fait, Euh, SAL, c'est SARL, c'est Société à responsabilité limitée. OK, ici Voilà, au c'est ça. Québec, on n'a pas ça, on n'appelle pas ça comme ça. Hmm. Donc, spécialisé dans la médiation et le Legal Tech, cofondateur du Centre de médiation pour la paix, AE Centre en Afrique du Nord, ainsi que des plateformes de divorce en litige amiable.ch et easydivorce.ch, basées sur la résolution des litiges en ligne. Mhm. Voilà. Titulaire d'un master en in Peace and Conflict Studies, je n'ai pas un bon accent, et de formation complémentaire en légalité et médiation interculturelle. Il allie les approches classiques de résolution de conflits à des innovations numériques au service des ONG et des entreprises, des autorités et des particuliers. Alors voilà, bienvenue Pascal. Merci, salut Céline, bonjour tout le monde. C'est un grand Donc, plaisir d'être là. merci à toi. Donc, on voit que tu es un homme de ton temps avec tout le numérique et tout ça. Oui, oui, c'est vrai en fait, si tu veux, si je peux un tout petit peu compléter ce que tu as dit, moi, je suis à la base ingénieur HES chez nous. C'est après une formation pratique. En Suisse, on a le système où beaucoup de gens font des formations très pratiques, des apprentissages. Et puis suite à Mhm, ça, on peut faire, on appelle ça un HES, haute école spécialisée. C'est ce que j'avais fait et qui était, en tout cas à mon époque, vraiment technique. Et c'était, donc moi j'ai un titre ingénieur HES. Donc après les autres ingénieurs qui sont beaucoup plus encore dans les recherches, ce qui sont l'EPFL ou le PFZ. Donc c'est plus appliqué et j'ai très rapidement vu que je voulais faire autre chose et je suis parti dans la coopération et développement. Et c'est pour ça que j'avais fait la formation continue sur les paix et les conflits. Et puis à un certain moment, je me suis dit, mais en fait, tes études, ça sert à rien. Et puis de la partie technique, etc. Enfin, ça sert à rien, pas globalement, mais pour moi, parce que je suis parti sur ouais. complètement autre chose. Et puis Mhm. maintenant, vu qu'on fait beaucoup de choses en ligne et que j'ai pris plaisir à développer des solutions en ligne, je vois tout d'un coup ça se rejoint en fait la partie gestion des conflits et puis l'ancienne carrière de technologie et puis c'est voilà. Mais c'est extraordinaire, hein, parce que, tu sais, on se rejoint dans notre histoire. Moi, j'étais avocate, mais je me sentais pas comme un poisson dans l'eau. Mhm, Puis j'aimais beaucoup la psychologie, tu sais. J'aurais pu être psychologue, mais je suis devenue avocate. Donc, à un moment donné, tout ça se rejoint dans la médiation. Puis ce que j'entends comme toi dans ton monde d'ingénieur, tu devais pas, c'est peut-être pas le bonheur, là. Ben, en tout cas, mhm, bref, tu as choisi d'autres mhm. choses, tu reviens, tout ça se marie. C'est extraordinaire, hein? Alors, bon, donc, là, aujourd'hui, on va parler de la médiation narrative. Moi, pourquoi je t'ai interpellée, Pascal? Parce que, à un certain moment donné, j'ai vu que tu en avais parlé. Tu fais beaucoup d'entrevues aussi, tu fais beaucoup de collaborations en Europe, j'ai vu Ouais. ça. Donc, tu animes, je sais pas, tu es, présent sur les médias, puis on finit par entendre l'un et l'autre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais communiquer avec lui. C'est ça, c'est quoi la médiation narrative, d'où ça part, parce que je te dirais que moi, je la pratique pas, je la connais pas. Parfois, les gens me posent des questions là-dessus, je sais pas quoi dire. Alors là, je pourrais leur dire, ben, écoutez, j'ai une belle entrevue avec M. Jean Perly, allez voir Mhm. ça, c'est un expert international.
Fait que, Mm. ben, débutons. Qu'est-ce que c'est la médiation narrative pour toi? Qu'est-ce que les Oui. origines, d'où ça part, tout ça? Oui. Alors, moi, m'a tout de suite parlé quand j'ai appris sur la médiation narrative, parce que d'origine, en fait, moi, je viens un peu du domaine plus de la transformation des conflits, ce qui n'est pas peut-être exactement la même chose comme la médiation transformative, mais c'est comme très similaire. Moi, à l'origine, quand je fais ma, ma profession dans la coopération et développement, quand j'ai fait des formations sur la gestion et les conflits, c'était justement la transformation des conflits, où l'idée est qu'on est, alors là, les auteurs, on pourrait dire, il y a Lederach qui a fait beaucoup là-dessus, Jean-Paul Lederach, il y a Galtung aussi qui est un pionnier là-dedans. Et puis si on peut résumer ça de façon un peu simple, c'est dire que vraiment l'accent est sur le processus. L'accent n'est pas sur quels sont nos intérêts ou qu'est-ce qu'on va sortir à la fin. C'est pas orienté résultat, mais c'est orienté résultat. On reste focalisé sur le processus. Et puis, peu importe s'il y a un moment où ça va bien, ça va mal, c'est comme ça, c'est en boucle, c'est en cercle. Et puis, on se focalise. Il faut toujours keep the process going, comme on dit, se focaliser, continuer le processus. Et ça, ça a toujours été, c'était d'entrée, en fait, mon approche de la résolution des conflits. Et puis dans la médiation aussi. Donc après, j'ai appris d'autres manières d'intervenir. J'ai appris aussi avec le temps, voilà, qu'il y a différentes manières, qu'il y a une approche plus orientée résultat, quand peut-être les parties ont besoin d'avancer vite. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de soigner une relation parce qu'il n'y en aura plus. Si c'est, Mhm. je ne sais pas, deux entreprises qui se quittent et puis on se quitte et puis voilà. C'est Euh, plus transactionnel, hein? On règle un voilà. problème, puis bon, il y a une réclamation, il y a une négociation, c'est terminé. C'est ça. Et donc, dans ce sens-là, voilà, dès le début, mon approche était plus tout ce qui est transformatif et puis aussi Mhm. dans une assez grande logique narrative. Euh, et donc, bon, la médiation narrative, l'idée, c'est que en fait, nos relations, nos conflits, et puis la compréhension aussi de nos conflits, de nos réalités, finalement, repose sur les histoires que nous nous racontons, sur les conflits, aussi sur nous-mêmes. Parce que nos récits, nos narratifs façonnent notre réalité. Mhm. Euh, On est bon pour se raconter des histoires, hein? Imaginer des choses, ou- mais aussi c'est qu'on a tous des biais cognitifs, la perception de la réalité, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, tout ça, le cerveau, aucun cerveau oui. fonctionne pareil et chacun se raconte une histoire dans le conflit. On est fort là-dedans. Comme tu le dis, les biais, les stéréotypes. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est créé dans nos têtes, qui est quelque part, bien sûr, il y a une sorte de réalité où c'est inspiré, le récit il se base sur quelque chose dans la réalité, on est d'accord, mais il y a quand même une Oui. partie, une grande partie qui est créée dans nos têtes, qui ne reflète pas la réalité. Et moi, je trouve quelque chose de parmi les plus belles choses en médiation, ce qu'on apprend au plus tard avec la pratique en médiation, c'est que bah, très souvent, il y a multiples réalités, multiples vérités plutôt, et puis les deux sont vrais. On peut pas lui dire t'as raison ou t'as tort. Les deux ont raison, et puis c'est deux vérités en parallèle qui sont peut-être pas compatibles dans la façon dont ils sont justement soit racontés, soit parfois dans les faits, mais qui sont les deux vrais. Et peut-être un autre point supplémentaire, et ça vient plutôt de mon côté éducation technique. Quand j'avais appris sur, en fait, c'est la science des couleurs. Parce que si tu prends un objet, je sais pas, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un post-it, il est jaune. Hmm. Hmm. Et évidemment, il est jaune, hein. Enfin, Oui, 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 il est jaune. Je peux te dire qu'il est jaune. sauf si on est daltonien ou quelque chose, mais voilà, le Ah ben post-it. là, ça, c'est une autre affaire, oui. Donc voilà, il y a déjà plusieurs réalités potentiellement, mais voilà, bref, on va dire il est jaune, le post-it. Oui, oui, on va dire qu'il est jaune. Sauf qu'en fait, le jaune, ce que j'ai appris, et ça c'était dans mes cours d'ingénieur, est très très technique, très carré, très cartésien. En fait, le jaune, c'est que le papier, il y a la lumière qui vient du soleil,
Et puis, il y a certains rayons qui sont reflétés, d'autres non. Certains rayons sont absorbés par le matériel, d'autres sont reflétés et rentrent Mhm, dans mes yeux. Puis depuis mes yeux, par des ondes électriques, ça rentre dans mon cerveau. Et c'est dans mon cerveau que mon cerveau va me dire que c'est jaune. Mais mhm. ici, sur le matériel, c'est pas jaune. On sait pas ce que c'est transparent. On sait pas en fait. Tu vois. Ah, ah, ah. Et, et ça, c'est une manière très technique de voir la chose, mais ça rejoint beaucoup là où je fais le lien de nous avec le narratif, c'est une approche un peu constructiviste. Qu'en fait, la réalité, elle est construite dans nos têtes. Nous l'inventons, nous la racontons, en quelque sorte, pour revenir à la narrative. Euh, voilà, et puis puisque c'est construit, on peut aussi déconstruire, reconstruire, et puis tout ça, on peut le faire dans le meilleur des cas ensemble. Mhm. Donc, disons que je suis en conflit avec mon voisin pour une histoire de clôturage, de terrain, de bornage. Donc, c'est des conflits qui arrivent partout sur la Terre, j'imagine, mais en tout cas, à plusieurs endroits. Peut-être pas dans certains pays, mais bon, disons que. Alors, je me raconte une histoire, le voisin se raconte une histoire. Qu'est-ce que le médiateur va faire? Parce que là, on va, on est appelé à cohabiter, tu sais, on se croise et tout ça, et c'est pas confortable la situation, mais il y a vraiment un conflit. Je me raconte une histoire, il se raconte une histoire. Le Mhm. médiateur arrive, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Alors, donc là, il faut aussi, peut-être avant de répondre, je dirais aussi, je crois que le mieux, c'est que si un médiateur, une médiatrice a plusieurs outils, plusieurs approches de médiation, parce que selon les besoins des parties, selon la situation, l'une ou l'autre peut être meilleure pour, justement, on l'a dit avant, si tu as deux entreprises qui veulent se séparer, puis il faut faire vite du transactionnel, il faut faire du transactionnel. C'est inutile de le faire quelque chose de très transformatif, parler des émotions, alors qu'ils ne veulent pas ça. Donc, peut-être ça, dans ton exemple de voisinage, ça dépend peut-être un petit peu quels sont les besoins, les volontés. Moi, Oui, j'avais c'est une vrai. situation de voisinage où il y avait en fait un peu ce que tu dis, c'était pas les clôtures, mais à peu près tout ce qu'on peut imaginer en voisinage, Oui. avec des procédures et en civil et en pénal, et on n'en finit plus. Mais en fait, la solution du conflit, c'était que l'un des deux partait. Euh, donc pour là, c'était devenu vraiment transactionnel. Alors, c'est un peu la Mhm. solution, on va dire, je ne vais pas dire de facilité, mais c'est vrai que quand j'ai vu le conflit, en fait, c'est venu vers moi à travers les avocats qui ont presque un peu abandonné parce que ça fait 6 ans que ça dure dans les tribunaux et puis ils ont pas essayé autre chose. Mais quand j'ai vu que c'est 6 ans, c'est la procédure, mais le conflit il est encore plus vieux, donc c'est. Et puis j'ai un peu analysé avec les parties, et puis à un certain moment, je leur ai dit, enfin, je sais pas si je leur ai dit, mais en tout cas pour moi, c'était clair. Bah, alors, une résolution conflit, vraiment, je ne m'y voyais pas. Mhm. C'était En tout cas, je me suis dit que bah là, si un départ de l'un ou de l'autre, on peut passer sur quelque chose de transactionnel et puis on fait ça à l'amiable, ce qui finalement est arrivé. Mais si aucun des deux avait envisagé un départ, moi, j'aurais pas continué la médiation parce que les conditions n'auraient pas été réunies. Mais bref, ça, c'est un peu voilà, Oui, mais une excursion. avant d'aller plus loin, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que dans le fond, euh, c'est d'inviter le médiateur à regarder le type de conflit, puis est-ce que c'est la bonne approche selon le type de conflit. Puis c'est vrai que j'ai vu des médiateurs qui ont dit, ah, j'ai pas pu faire de médiation, on a négocié, puis c'était réglé, puis ils étaient déçus. Mais justement, c'est un type de médiation. Puis là, ce que Mhm, tu dis, ben, peut-être que la médiation narrative est peut-être pas bonne pour toutes les situations, ou transformative, ou peu importe, ou dans ce cas-là que tu nous illustres, c'était plus une question de négociation, de transaction, puis tout ça. Mais mhm, prenons un autre exemple, donc, parce que est-ce qu'on peut dire que la narrative va être plus applicable dans des situations où les gens, par exemple en entreprise, on va être mhm. appelé à collaborer ensemble. On est une Oui, équipe de travail ou on est deux équipes qui ont fusionné ensemble. La fusion s'est mal passée. Est-ce que ça va être plus du genre pour transformer la relation que ce serait mieux oui, d'aller dans le narratif? oui, oui. Oui, oui,
tout à fait, c'est de réécrire, de se réinventer en fait son histoire commune, hein. C'est ça ce que je dirais. Euh, alors, si tu veux très concrètement, alors, moi, par exemple, je fais des séances individuelles au début, un peu selon les besoins. Donc là aussi, moi, je vais pas mal. Bon, j'ai une certaine expérience aussi. Je me dis, je vais pas mal au feeling, dans le sens que j'ai pas de règles pour dire. Il y en a qui disent, je fais toujours des séances individuelles. Il y en a qui disent, j'ai jamais. Moi, j'aime pas ça. Je fais ça un peu au feeling. Euh, donc, je fais des séances individuelles si ça m'a l'air utile ou si c'est peut-être très chaud, très émotionnel pour les mettre ensemble. Parce que là, je pense que c'est peut-être une différence avec la médiation transformative qui est plus axée. Bon, à mon avis, c'est très similaire parce qu'on met plus l'accent sur le processus, justement, que le transactionnel ou le résultat. Mais peut-être la médiation transformative, dans ma compréhension, est peut-être plus, si on essaie de différencier, elle est peut-être plus basée sur les émotions. Et la narrative est plus basée justement sur le narratif, sur le récit. Parce que finalement, on est à un niveau de différenciation de différentes approches qui est déjà assez poussé, hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la médiation. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il nous Oui. raconte là? C'est, voilà, on s'assoit Ah oui. ensemble, on sort avec un résultat dans le meilleur des cas. Mais, mais on est déjà, voilà, on cherche un peu, en fait, qu'est-ce qui différencie les différentes approches. Et je dirais presque, c'est peut-être plus une posture que, ou peut-être une attitude, plus qu'une méthode, la narrative. Mm. Je OK. pas, OK. euh, dans ce sens que, voilà, on cherche à, à externaliser le conflit des personnes. Donc, c'est pas en fait les personnes qui sont à l'origine du conflit. Euh, c'est pas non plus les relations, c'est pas non plus la structure qui les relie, mais c'est vraiment dans comment nous on imagine, quelles sont nos valeurs, Ouais. comment nous vivons et quelles sont les idées que je me fais de la situation à travers ma lecture, la lecture que je fais de la situation. Et ça, en Donc, fait, est-ce ouais. que... Ouais. Ah, excuse-moi. Vas-y. Non, je voulais juste dire que ça, tu peux l'inscrire dans des approches que tu utilises déjà. Si quelqu'un il utilise, par exemple, FUTAC ou il y a le modèle des 5 phases, il y a différents modèles. Et je crois que cette posture, tu peux l'inscrire dans quelque chose d'existant. Il faut juste faire Mais c'est ça, attention. mais Ouais. c'est ça dans le fond, c'est que si moi je pratique beaucoup la médiation facilitante en 4 étapes, c'est celle que j'enseigne au Barreau du Québec, Mhm. ou en 5 étapes. FUTAC s'est inspiré de toute façon de Fischer et Uri, de toute façon, ça finit par. Puis il y a la phase récit, mais dans la phase récit, chacun raconte son histoire et sa vision de la situation. Et il y a une étape où il y a cette phase-là, mais c'est peut-être comment le médiateur va expliquer aussi aux parties ou comment il va travailler avec eux. S'il part avec la croyance, si le médiateur, lui, part avec l'école de dire, bon, ils se racontent une histoire, j'entends leur histoire, je fais un entretien individuel, j'entends leur histoire, puis je les fais travailler là-dessus, je les fais, ils la sortent de eux. J'utilise aussi des techniques. Je fais pas juste entendre l'histoire. Médiateur en narratif, et est-ce qu'il utilise des techniques? Est-ce qu'il... Oui, ça serait des techniques pour en fait prendre conscience de comment les réalités nous impactent notre pensée, justement la construction, hein, si on revient au constructivisme, comment nos croyances est basées sur ce qui nous entoure, basées sur peut-être, je sais pas, la culture dans laquelle j'évolue ou comment ça impacte mes convictions. C'est ça qui crée mon narrative. Et puis, d'un côté, ça serait de questionner cela. Et peut-être certains médiateurs ou médiatrices qui nous écoutent vont dire, mais ça, je le fais déjà. Et je pense que c'est effectivement le cas. Parce que si quelqu'un te dit, je sais pas, chez nous on fait comme ça, ou bien qui commence à parler d'une certaine valeur, tu peux la questionner. Et je pense, dans beaucoup de situations, tu dois questionner, c'est justement une prise de conscience en profondeur. Ça serait dans la phase d'approfondissement, hein, si on regarde le modèle des 5 phases que moi j'avais appris à l'époque.
l'approfondissement. Et puis, en fait, quelqu'un te dit, je sais pas, euh, tu vois, il faut qu'on continue sur les règles établies dans l'entreprise plutôt que d'instaurer une nouvelle manière de faire. Je sais pas, une gestion agile ou quelque chose comme ça. Euh, en fait, pourquoi? En quoi c'est mieux? Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont peut-être voilà, mettre en cause. Et je pense que ça, c'est beaucoup notre rôle en tant que médiateur, c'est questionner, questionner les croyances. Euh, Oui. Mais moi, ce que je trouve intéressant en médiation, c'est quand chacun raconte son histoire devant l'autre et que l'autre prend conscience de Ah, mais c'est tout ça, lui, qui imaginait ou c'est tout ça qu'il a pensé. Après ça, l'autre raconte son histoire et là, ils s'entendent mutuellement dans leur histoire. Puis souvent, naturellement, l'histoire se déconstruit parce c'est qu'il ça, arrive des nouvelles informations, c'est ça. soit sur les émotions qui ont été vécues, soit sur, ben, moi, j'ai besoin de ça ou des intérêts. Je te dirais que dans mon approche à moi, je fais beaucoup ressortir les intérêts puis les besoins, mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec la communication non violente. Fait que je fais souvent ressortir les besoins. Si j'étais en narratif, peut-être que je serais moins axée sur les intérêts et les besoins. Je Mhm. laisserais C'est peut-être ça. plus d'espace à l'histoire. Oui. Tu sais, maintenant, ça me fait penser à. J'ai vu ça. C'est une vidéo. En fait, c'est un comédien suisse assez connu qui fait une parodie sur un politicien. Et OK. c'est très drôle si jamais je réfléchis comment ça s'appelle. Alors, ça s'appelle le politicien qui est parodié, il s'appelle Freisinger. Et puis, la vidéo, elle s'appelle Sur la banane bleue. Et donc, il fait cette parodie de ce politicien, comment il arrive à convaincre le public qu'en fait, la banane, elle est bleue. Ouais. Mhm. Elle n'est pas jaune. Parce qu'en plus, il a une banane dans la main, comme je fais, c'est avant avec le post-it. Oui. Et c'est assez fascinant, en fait, comment. Alors, dans ces cas-là, je sais pas si on peut vraiment comparer, dans le sens que là, c'est plutôt comment. En fait, là, on est presque dans une sorte de manipulation par un politicien qui commence à instaurer le doute. Mhm. Mais en fait, l'idée, je sais pas si. Je réfléchis un peu à haute voix, mais l'idée, c'est quand même un peu la même, dans le sens d'instaurer le doute, parce que la réalité, elle est pas toujours celle qu'on croit, ou c'est pas la seule, ou tu vois. Donc, il faut amener cette diversité, cette multiplicité de voir, que c'est aussi juste, tu vois. Dans la médiation, le changement de perspective, tu vois, le moment de bascule, une manière de le reconnaître, c'est quand les parties se disent, ah, mais en fait, l'autre, il n'a pas complètement tort, et moi, j'ai pas complètement raison. Hein. Mhm. Il faut cette petite Mhm. ouverture quelque part de dire peut-être ma vision de voir n'est pas complètement juste, ou elle est peut-être juste, mais l'autre est aussi juste. Donc en fait, comment on arrive à les concorder? Et comment peut-être dans l'exemple d'avant, si moi je suis plutôt focalisé sur les habitudes dans l'entreprise, de faire fonctionner l'entreprise, et puis l'autre collègue, il veut une nouvelle manière de faire, gouvernance agile, etc. En fait, comment on peut reconnaître les points positifs des deux et puis comment on peut transformer ça dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de fusionné, une nouvelle histoire commune cette fois-ci. La troisième histoire. Voilà la troisième histoire, ça c'est très bien dit, oui. La troisième histoire qu'on crée ensemble, qu'on fait ensemble, qu'on crée ensemble. Mm. Euh, Par contre, est-ce que tu crois que médiateur narratif devrait commencer à dire aux parties, vous savez, c'est une histoire que vous vous racontez? Tu sais, leur enseigner que finalement, vous vous racontez une histoire. Je pense que les gens n'aimeraient pas ça entendre ça parce qu'ils croient vraiment à leur affaire. Tu sais, je veux dire, ou en tout cas, si un médiateur fait ça, il doit s'assurer d'avoir la grande confiance des parties. Moi, avant de confronter des parties, confronter est Mm. un grand mot, mais avant de faire réfléchir des personnes, où je travaille beaucoup sur le lien de confiance. Tu sais, je trouve que c'est Ouais, super important. ouais. Puis je vais les aviser, écoutez, là, je vais jouer l'avocate du diable. Tu sais, je les avise déjà que j'essaie de semer le doute ou je pose des questions. Mais tu sais, ça ne représente jamais une théorie comme disant, ben, vous savez, chacun se raconte une histoire, tata, tata. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait faire ou que, je sais pas. Alors, je dirais pas.
On peut, déjà, j'ai l'impression que dans mon expérience, les partis, ça les intéresse peu, mon approche, ma manière de faire. Déjà, la médiation, c'est abstrait. Donc, ils viennent Mhm. découvrir déjà ce que c'est la médiation. Donc, si en plus je leur dis, alors là, je fais plus du narratif ou du transformatif, ils vont être perdus. Et en plus, ça les intéresse pas, à mon avis. Oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai déjà eu plusieurs fois des gens qui sont eux-mêmes un peu dans ce domaine social ou accompagnement ou coach, donc ils connaissent un peu ces outils, donc ils vont peut-être poser la question. Et puis là, moi, ça fait partie de la transparence. Là, je le dirais, ça fait partie, parce que pour la Mhm. confiance, il faut la transparence. Donc là, j'expliquerai de moi-même. Alors, j'expliquerai pas forcément l'approche ou de dire on va analyser vos récits pour recréer une nouvelle histoire commune. Non. Mais comme tu l'as dit avant, je sais plus comment tu as dit, mais de dire, vous savez, souvent, les narrations qu'on se fait deviennent réalité, alors que peut-être on peut les adoucir, les voir différemment. Ça, oui, parce que Mhm. voilà, pour leur Oui, permettre. Ouais. de semer le doute ou de dire, ben, peut-être, est-ce que l'autre ou l'avocat du diable, un peu, de dire, ben, écoutez, pensez-vous que l'autre a compris vos intentions ou Mhm. que est-ce que vous aviez toute l'information et tout ça. Donc déjà là, ça fait un petit caillou dans l'engrenage où oh, ben, peut-être qu'il n'avait pas toute l'information ou Mhm. ah, mais oui, c'est vrai que ses intentions étaient peut-être pas si ou j'ai peut-être ma part de responsabilité, ces trucs-là. Donc, Ça, tranquillement, ça, c'est ça, c'est un autre ouais, point là que tu mentionnes. Peut-être pas toute la, comment tu as oui. dit, pas toute la vérité. C'est aussi, c'est de nouveau un peu la base plus technique. On a vraiment un mini extrait de la réalité avec nos capacités humaines. Si tu prends l'exemple, par exemple, de l'audition, il y a Mhm. certains animaux qui entendent beaucoup mieux que nous. En Oui. fait, je constatais ça moi-même quand je faisais qu'on appelle ça, le thermomètre pour une de mes filles. Tu as un thermomètre électrique et puis il bip. Mhm. Tu le poses et puis après, je sais pas, un petit moment, il bip pour dire j'ai le résultat. Oui. Et donc, je mets le thermomètre pour mon enfant. Je m'éloigne pour faire un truc. Ma femme, elle me dit, mais t'as pas entendu? Je dis quoi? Bah, c'est bon, il a fini. Je dis, ah non, j'ai pas entendu. Je vais aller voir, il a fini. C'est ça. Je remis le thermomètre pour faire une deuxième fois. De nouveau, ma femme me dit, mais t'as pas entendu? Je dis, non, en fait, je n'entends pas ce son-là. Mhm. Et puis aussi, justement, tu as des animaux soit il y a des animaux qui voient en noir et blanc. Je crois les chiens, c'est noir et blanc, si je me trompe pas, ou je sais plus. Ou C'est ça. certes, Mais je sais un cheval, à cause de son œil, voit beaucoup plus, voit presque derrière lui, là, mais il a une vision très, très large, là, voilà. à Et puis cause. là, on n'est pas dans quelque chose que certains, peut-être, qui sont un peu plus cartésiens. Là, on n'est pas dans un truc un peu bizarre inventé par des psychologues, sociologues, un truc comme. Là, on est Mhm. vraiment, c'est du factuel, c'est du technique, c'est de l'ingénierie, C'est c'est du des sciences physique. dures, hein. Ça veut Oui, dire un animal qui va comme ça, ou je sais pas, oui. les chauves-souris qui entendent. Mais on peut aller encore plus loin avec la physique quantique. Hmm. Ouais, alors ça, t'es super. Hein? Bah, je vais Mais pas quand pouvoir tu me beaucoup. parles de la réalité, là, mais non, mais je veux dire, Ouais, à ce moment-là, on peut aller encore plus loin, là. Il y a des grandes ouais, études là-dessus aussi. ouais. Alors, je vais pas pouvoir Oui. beaucoup développer, je connais pas, mais ce que j'ai vu, et ça aussi, c'est scientifiquement prouvé, tu peux avoir, ce qui m'a beaucoup frappé, le même objet au même moment à deux endroits différents. On parle de Mhm. petites particules, hein, on parle pas, je sais Oui, pas, oui, d'un oui. vélo comme ça. Mais déjà, le fait que c'est la même particule, et puis elle peut scientifiquement prouver être à deux endroits en même temps, c'est un peu la folie quand Ou que même. l'œil de l'observateur va changer la façon dont la particule se déplace, ou Hmm. selon qui observe. Là, Ouais. ça aussi, là, c'est incroyable. Mais là, on est vraiment ailleurs, là, tu sais, bon, on parlerait même de réalité parallèle et de ci et de ça. Donc, c'est fou, là. Tu te dis, ben, donc, est-ce qu'on vit ici? Est-ce que c'est une chaise sur laquelle je m'appuie? Non, non, c'est un ensemble de particules et de matière. Oh, OK. Hmm. Non, non, il y a Donc, énormément de réalités autour de nous qu'on ne perçoit pas. Et l'autre,
il perçoit parce Oui, il voit depuis ailleurs, avec une autre perspective, avec d'autres c'est ça. expériences. Il se fait C'est d'autres ça. interprétations, justement. C'est Et puis, ça. il faut les mettre en commun. Ouais. En réalité, la difficulté, je pense qu'on peut rencontrer, peu importe quelle histoire que chacun se raconte, c'est quand une personne tient absolument à imposer sa vérité ou sa réalité, puis Hmm. elle y tient tellement mordicus. Puis l'autre Ouais. chose aussi qui arrive, c'est que si tu te racontes une histoire depuis 5 6 ans, tu me parlais de tes voisins que ça faisait 6 ans qu'ils étaient en conflit, ouvert, procédure, mais peut-être même avant. Ils se sont tellement raconté cette histoire-là dans leur tête et ils l'ont Il devient vrai. racontée à X, à Y, à Z. Ils l'ont vécu. Elle est tellement inscrite dans le cerveau, OK, Ouais. que c'est dur après ça de changer. Je trouve que plus quelqu'un s'est raconté une histoire, plus que ça va être difficile. Je sais pas Ouais. si tu vois ça. Oui, alors ça me fait penser à deux choses. J'ai discuté là, il n'y a pas longtemps avec un collègue, il est dans la théologie, puis il me disait qu'en fait, quand on lui pose la question, mais est-ce que tel ou tel événement, il est véridique? Il dit, non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Après, ça dépend, est-ce que tu as une approche historique ou théologique, mais moi, lui, en tant que théologien, il dit, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens font avec. Tu as une histoire Mhm, existante, une histoire qui est là. Qu'est-ce que les gens font avec? Quelles sont les réalités que ça crée dans les convictions des personnes? Et je crois qu'on est un peu là-dedans. Et aussi, j'ai vu ça par rapport à, dans le domaine du droit pénal. C'est en fait, alors je me rappelle pas exactement des règles, etc., mais la police, elle doit faire attention à comment elle interroge comment on dit ça, un prévenu ou quelqu'un, un suspect. mhm, Parce que plus tu lui racontes des choses, en fait, tu ne dois pas poser des questions suggestives. Parce que si tu fais ça pendant un certain moment, la personne elle risque de commencer à y croire, même si c'est pas vrai. Donc, en mhm. fait, tu peux fausser la conviction du personne en mettant purement dans le suggestif quelque chose qui n'était pas. Mais, et peut-être, peut-être tu le constates toi-même, parfois je me dis, j'ai certaines idées en tête où en fait je me rappelle plus, est-ce que c'était vraiment comme ça ou pas? Est-ce que c'est Ah vraiment oui. arrivé ce truc ou pas? Ça m'arrive parfois. Je suis plus Ben, sûr. mais notre cerveau est tellement quand même on peut être manipulé tellement. Par exemple, on peut implanter des souvenirs. Est-ce que tu sais ça, qu'il y a des personnes qui peuvent implanter des souvenirs? Mhm. Et donc là, tu dis, ben moi, ça n'existe pas, mais mes parents ou quelqu'un, peu importe, ou des proches ont implanté des souvenirs. Non, tu dis, wow, Ouais. c'est intéressant ça. Donc, la manipulation de la réalité, et c'est quoi l'histoire? Tu sais, moi, ça m'a fait penser, j'avais une fois une médiation, il y avait une, une- un élément de violence où les deux, c'était dans le domaine conjugal, et puis les deux se sont blessés. En fait, alors j'ai plus tout en tête, mais à un certain moment, ils se sont brouillés, alors ils étaient d'accord sur les faits jusqu'à un certain moment. Ils ont dit, OK, en fait, physiquement, c'est tenu ou quelque chose comme ça, et puis on est tombé ensemble. OK. Puis les deux se sont blessés. Mais pour chacun, c'est l'autre m'a blessé. Mhm. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, selon leur propre explication, c'est pas vraiment l'autre qui est. C'est pas un qui est venu qui a tapé ou tu vois. Ils sont rentrés ensemble dans cette situation d'être. Ils se sont tenus les deux en fait. Ils sont tombés ensemble et puis ils se sont blessés, mais pas parce que l'un voulait blesser l'autre, tu vois. En fait, mais dans leur histoire, qu'ils se sont racontés depuis que c'est arrivé. C'est l'autre, il m'a blessé. L'un, il avait, je crois, cassé le bras, l'autre, je sais pas, blessé à Donc, la c'est tête. diaboliser l'autre, ben, parce que dans le conflit, c'est ce qui se passe. L'autre est diabolisé, l'autre est pas correct et on est victime soi-même parce que ce couple-là qui te raconte l'histoire, la femme se trouve victime de l'homme victime de la femme. Puis, de ce que j'en comprenais, j'ai un petit peu lu sur le narratif. Donc, dans le narratif, on finit par se dire, ben, peut-être que je suis pas aussi victime. Parce que j'entends Mm. l'autre qui se dit qu'il est victime aussi. Ouais, et tu dis le premier dit quoi? Peut-être je suis. Oh. Peut-être que je ne suis pas une victime comme je le crois, Ah, oui. autant que je le crois.
Parce que Oui, là, j'entends l'autre qui lui aussi est victime. Mais alors, oui, qui est le bourreau? oui, oui, c'est sûr, ouais, effectivement. Donc, ça va avoir cet effet-là, peut-être de faire, de se responsabiliser dans l'histoire, parce qu'il ne peut pas y avoir deux victimes. Donc, ou de Mhm. reprendre du pouvoir, je ne sais Oui. pas. Et puis de réécrire au moins une partie, tu vois, peut-être on n'arrive pas à tout réécrire, tout le monde est d'accord sur tout, mais peut-être une partie de l'histoire, comme tu l'as dit, peut-être je ne suis pas victime de la façon dont je croyais, et peut-être au moins une partie de l'histoire, on peut la réécrire ensemble, et puis on est d'accord sur cette version-là. Peut-être pas l'ensemble, mais juste une partie. Euh, Parce qu'après, je crois que peut-être un élément important dans cette approche narrative, c'est, comme tu l'as dit, l'importance d'avoir confiance. Et je crois que, oui, ou, je sais pas si la confiance c'est le bon terme ici, ou la confiance, ou l'acceptation de la réalité de l'autre, le changement de perspective, d'avoir, parce que là, tout est dissocié. Hein. Tout est, Mhm, l'autre est méchant, l'autre est, comme tu as dit, diabolisé. Et puis, il faut réunir une partie de ce narratif. Même si c'est pas l'ensemble, mais au moins une partie. Et sur base de cette partie-là, il y a de nouveau un terrain d'entente, il y a de nouveau une confiance qui se crée. Et puis peut-être sur cette base-là, à un certain moment, peut-être on va passer sur du complètement transactionnel. mhm. Oui, peut-être, oui. Oui, Mais oui, on avait pourquoi besoin pas. de ce moment avant. Oui, c'est ça. Donc, le médiateur, ça va être son travail va être beaucoup peut-être d'identifier avec les parties les bouts, tu sais, les parties où on est d'accord ou les parties où on se dit, bon, ben, OK, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord que ben, ça, c'est un fauteuil où il y a deux tableaux derrière, ou peu importe. On s'est pris ensemble, on a tombé ensemble, on s'est blessés toutes les deux. Euh, Hmm, qui a fait quoi? hmm, Yes. Donc, le travail du médiateur, ça va être d'être attentif, je crois, à ces moments communs, ouais. peut-être en reconnaissant, je ne sais pas s'il irait jusqu'à dire, ben, il y a des choses que vous entendrez jamais, mais moi, je le fais, ça, mais je le fais déjà en facilitant, de dire, ben, écoutez, on s'entend là-dessus, ça, tu sais, je veux dire, je construis sur qu'est-ce qu'on est d'accord. Oui. J'ai un autre exemple, ça Mhm. c'est une très 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 ancienne médiation, je pense que c'est presque parmi les premières, mais ça m'est beaucoup resté. C'est un couple qui était en désaccord sur la garde de l'enfant et l'enfant avait un spectacle à l'école. Tu vois, un spectacle qu'il prépare pendant plusieurs mois et après il y a le spectacle et les parents viennent, etc. Et c'était le jour de la garde de la maman et qui a refusé que le papa vienne au spectacle parce que c'est son jour de garde. Et puis lui, bien sûr, il disait, OK, j'entends, mais là c'est particulier, c'est spectacle, etc. Et puis l'argument du monsieur, c'était de dire que non, mais en fait l'enfant, il s'est préparé, toutes ses amies, il y a les deux parents qui viennent, il va être fier que papa soit là, etc. Et là, je les avais en individuel. Et puis, euh, et puis ça avait l'air très cohérent, tu vois. Si tu entends ça, tu dis, ah oui, il a raison, quoi, bien sûr. Et puis Oui. après, en écoutant madame, elle me disait, oui, enfin, vous voyez, mais s'il vient, nous, on ne s'entend tellement pas, on est tellement fâchés dès qu'on est à proximité. En fait, l'enfant, ce qu'il va voir, c'est que maman, elle est assise là-bas, le papa de l'autre bout de la Ah, salle. On sera fâchés entre nous, mauvaise ambiance, c'est pas bon pour l'enfant. Et ben, les deux ont complètement raison, à mon avis. Donc, ces deux narratives qui sont, oui, en fait, qui sont justes pour chacun. Maintenant, comment on mhm. peut, alors à l'époque là, je connaissais pas le narratif, mais comment on peut créer une nouvelle histoire sur cette base-là où il y a au moins une partie commune? Oui. Mais là, écoute, il y a des gens qui vont nous écouter et vont dire, Céline, pourquoi tu n'as pas posé la question? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qui est allé au spectacle? Est-ce que le papa est allé au spectacle? Il faut que tu finisses la fin, là. Euh, Écoute, franchement, je sais plus. Tu t'en souviens plus, hein? Tout ça, c'était encore l'époque où je faisais, c'était tout au début de mon indépendance, où je faisais encore les médiations à ma table de cuisine à la maison. C'est C'est pas charmant. très, c'est C'est pas très charmant. professionnel, mais on avait commencé comme ça.
Oui. Euh, Mais tu sais écoute, quoi? Il y a des médiations comme ça qui nous marquent, hein, qui sont incroyables, qui nous marquent, puis à un moment donné, on oublie certaines choses, mais ça, c'était vraiment marquant pour toi, puis ça sûrement. Après ça, tu te dis tout le temps, oh, hmm, ils ont vraiment chacun leur histoire. J'ai rencontré une personne, elle m'a dit, vous savez, Madame Vallière, il n'y a jamais une médaille assez plate pour pas qu'il y ait deux côtés. Il y a toujours deux côtés. La médaille, elle peut jamais être assez plate pour ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ouais, oh, c'est vraiment bien ça, ce qu'elle m'avait raconté, là. Hmm, hmm. ouais. Euh, qu'est-ce que, ben, en fait, donc, si on vient à la médiation narrative, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Toi, je comprends que tu as plusieurs, bon, tu as de l'expérience, ça fait 20 ans que tu es médiateur, moi, ça fait 27 ans. Est-ce que, dans le fond, un médiateur qui a expérimenté beaucoup de choses finit pas par être comme un peintre qui prend différentes Hmm. techniques, puis qui invente ces techniques, puis qui fait sa propre méthode. Tu sais, quand je rencontre plusieurs médiateurs qui ont beaucoup de chemin derrière la cravate, puis ils finissent par me dire, ben, je dis, mais qu'est-ce que tu fais toi comme médiation? C'est un peu de tout. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors il y a d'un côté ce que je disais avant, c'est de choisir l'outil approprié. C'est un peu comme un tournevis. Si tu as une vis de 3, tu vas choisir le tournevis de taille 3, hein. Tu vas pas... Le problème, c'est que tu as un seul tournevis. Si tu n'as qu'un tournevis 5 et tu l'utilises partout, ça peut aller, Non, mais c'est ça. parfois il faut forcer un peu. Tout à Mais fait. le mieux, c'est d'avoir les 5 tournevis, enfin de 1 à 5, et puis tu utilises le bon selon la taille de la vis. Euh, Ça, c'est une première partie de réflexion. Après, l'autre partie, c'est que après on mélange peut-être, parce que peut-être le tournevis va se transformer au fur et à mesure. Ou dans ton Mhm. exemple avec le peintre, peut-être le style. Oui, c'est un peu comme le mélange. Peut-être pour le tournevis, c'est un peu plus difficile à imaginer un tournevis fusionné. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais, euh, mais que oui, peut-être justement, peut-être tu as un moment médiation transformative parce que tu veux que les émotions soient vécues et puis on laisse véhiculer. Puis, moi, je te cache pas, là, mais cette partie-là de la médiation transformative, c'est un peu contre-intuitif quand en fait on renforce même les émotions, même négatives. En tout cas, c'est comme ça que j'avais compris. Mais On peut même reformuler des insultes. On peut même aller voilà. jusque-là. Alors ça, Oui, mais quoi, ils vont pour me les virer de la auditeurs, là, fédération si je fais ça. ah, moi, je suis pas capable, mais bon, ça a l'air que ça fonctionne. J'ai une entrevue avec Hélène Rouleau du Québec, justement sur la chaîne, si les gens veulent aller voir la transformative. Elle fait son chemin, elle fait d'autres choses, Ouais. puis bon, c'est ça. Et donc, je t'ai coupé, excuse-moi, mais tu parlais que, bon, la transformative, c'est autre chose. Ouais. Si on veut laisser aller les émotions, Oui, pour dire peut-être dans une médiation, tu mélanges les différentes approches. Une fois, justement, oui. peut-être à un certain moment, je peux imaginer peut-être au début, hein, si les parties ne se sont pas vues depuis un moment et puis chacun a envie de vraiment véhiculer ses émotions, bah, faisons de la transformative, Mhm, la première c'est séance ou la ça. première demi-heure. Après, on passe au moment de déconstruction, reconstruction des récits par la narrative. Et puis, à la fin, on passe sur quelque chose de complètement transactionnel pour ficeler le tout par un accord. C'est ça. J'adore ça parce que, dans le fond, mais j'aime ça être confirmé dans ma vision du monde, dans mon histoire à moi, tu sais, dans ma théorie de la médiation. Parce que je dis souvent quand j'enseigne la médiation, je dis souvent aux médiateurs qui débutent, c'est quand même intéressant d'avoir un processus parce que tu sais, d'arriver à faire un peu un mélange de tout, je pense que Mm. ça prend de l'expertise quand même. Puis pour un médiateur, de savoir, OK, euh, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon processus? C'est quoi ma méthode? Ça peut être Mm. rassurant, mais à un moment donné, si ta méthode, elle s'applique pas, ben, tu la laisses tomber. Mais tu sais, quand même d'avoir un point de Mm. référence, surtout dans les débuts de pratique. Je trouve que c'est pas la même chose que. Mais c'est ouais, mais c'est ça où peut-être où je mettrais une certaine importance dans ma conviction sur
sur la focalisation sur le processus, de faire ce que les parties ont besoin à ce moment-là. C'est à moi d'adapter mes outils et d'adapter ce qu'on Oui, fait par rapport aux besoins des parties. C'est pas à moi d'imposer phase 1, phase 2, phase 3. c'est vrai, c'est Ça vrai. c'est peut-être une des règles où je pourrais dire pour moi, ça devrait s'appliquer tout le temps. Et ça peut aussi inclure le fait de dire que, en fait, le besoin des parties, comment dire ça? Peut-être, et c'est une médiation, il y a plus besoin de renforcer les relations. Il y aurait besoin de profondeur, mais les parties, pour une raison, je ne sais pas, de budget ou de manque de temps, ils veulent arriver à un résultat. Donc Mhm. peut-être tu fais quelque chose plus orienté résultat, alors qu'en réalité, ils auraient besoin d'autre chose, mais le besoin, il est aussi défini par d'autres critères du contexte, comme budget, le temps. Moi, Mhm. j'avais une fois une situation, d'ailleurs, c'était une dame du Canada qui était en Suisse et puis qui venait chez moi en médiation. Elle a pris rendez-vous, je sais plus, un jour, et puis elle a dit, grosso modo, le seul jour où je peux, c'est mercredi prochain. J'ai toute la demi-journée. Par contre, on doit finir parce que l'après-midi, je m'envole et j'aimerais bien faire la convention en Suisse pour que ça soit selon la loi suisse. Et ben, on a fait tout ça, on a regardé, j'ai réservé la demi-journée, puis c'est vrai que là, c'est plus du relationnel, du familial. Il y avait, je sais plus s'il y avait Oui. un enfant, mais j'ai Mm. quand même pas mal poussé parce que c'était sa demande aussi. Ben oui, ben oui. Donc, tu sais, en un mot, tu parles beaucoup de souplesse et de s'adapter à ce qui est devant nous pour être au service des parties. Et c'est pas les parties qui doivent suivre le médiateur dans sa méthodologie. En tout Mhm. cas, il y a une adaptation à faire. Puis ça, j'aime beaucoup ça parce que euh, il n'y a rien de pire que de dire, ben, vous allez danser telle sorte de danse. Hein, vous allez Mhm. danser du rock alors qu'ils ne veulent pas danser, ou vous allez danser de la valse alors qu'eux autres, ils ne veulent pas danser de la valse, ils ne connaissent pas la valse, ça ne leur tente pas de danser de la valse. Alors là, c'est comme si le médiateur est comme en imposition, puis en une certaine, je veux dire comme ça, mais peut-être violence d'imposer son modèle à lui ou de domination du médiateur sur les parties. Vous allez danser de la valse. Mhm. Mais c'est ça, ça répond pas. Donc, Oui, si j'avais une amie qui disait que faire de la médiation, c'est danser avec les parties. J'ai toujours aimé ça, cette moi aussi, oui. expression-là. C'est beau, Ouais, hein? j'ai entendu ça, j'aime beaucoup aussi. Le vrai défi, ça vient quand les besoins sont contradictoires des deux parties. Ah, ben oui, par exemple. Oui. Mhm. C'est là que ça se coince un peu. Oui, oui, Si, oui, euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? J'ai pas la baguette magique, mais il faut peut-être aussi là. Ça devient peut-être comme un peu un accord dans la médiation sur qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. Souvent des oui, questions de timing, hein, alors dans le familial en tout cas, souvent, alors une fois aussi j'avais une situation où je ne sais plus qui a mis un terme à la relation, monsieur ou madame, en tout cas c'est la personne qui a mis un terme à à la relation, il avait prémédité ça depuis longtemps. Tu vois, déjà, mhm, d'abord, il n'osait pas le dire. D'abord, il a réfléchi pour lui-même ou elle-même. Et donc, en fait, depuis quelques mois, il savait qu'il va mettre un terme. Et puis, à un certain moment, il a choisi le moment. Donc, pour lui, c'était juste, en fait, une externalisation de ce qui est déjà évident et clair. mhm, Hein. Alors que pour mhm. l'autre, c'est tombé du ciel. Et le pire, Ben c'est oui, que ouais, et puis le pire, c'est que je crois que c'est littéralement 3, 4 jours plus tard, ils se sont retrouvés chez moi en médiation pour faire le divorce. c'est rapide. Et c'est rapide. Moi, je ne C'est savais rapide pas. pour la madame. C'est rapide pour la madame parce que moi, je pense, j'ai dû avoir monsieur au téléphone qui m'a dit, comme si, il m'explique un petit peu. Et puis, il me dit, faire une convention de divorce, on n'est pas d'accord sur tout. Je dis, oui, bah, venez, on a pris rendez-vous. Puis là, madame me dit, mais moi, j'ai appris ça il y a 3 jours. Nous, on était mariés pendant Oh, 20 ans ou 30 ans. Puis là, je dis, mais là, on va peut-être freiner un petit peu. Enfin, on est là, voilà, on profite, on mhm, discute, mhm. mais c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de termes de l'accord. Hein. Non, 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 Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Tu sais que j'ai fait de la médiation familiale pendant 17 ans, puis ça, je ouais. voyais ça aussi souvent, où ça n'arrive pas au même moment, au même endroit. La maturité du conflit, la maturité,
est-ce que le fruit est mûr? Est-ce qu'on est prêt à discuter? Est-ce que c'est, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Mm, On a un superbe métier puis qui demande beaucoup de flexibilité et d'adaptation. Je pense que pour un médiateur, c'est important d'être capable de se retourner rapidement aussi, mm. d'être rapide, mais en même temps de peut-être prendre un recul et de dire, bon, on va prendre une pause ou quoi. C'est vraiment, Ouais, souvent, je dis, si vous voulez une pratique qui est toujours la même, ben, être médiateur, je compare ça à un funambule qui marche sur un fil. On ne sait jamais trop trop. Il faut toujours ouais, s'adapter. Il y a une espèce ouais, d'équilibre. Et ouais, c'est pas une pratique tranquille. C'est pas une pratique tranquille. mm, Ben, heureusement, ça peut l'être parfois, mais pas toujours. Puis parfois, c'est vraiment déstabilisant. Écoute, je vois le temps qui file. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que finalement, l'approche narrative, puis je pense que tu as commencé comme ça, de dire, ben, c'est beaucoup aussi une façon de voir, une façon du médiateur d'aborder. C'est aussi mm. une question de s'adapter à ce qui est devant nous, d'adapter ce type d'approche au conflit. Peut-être que dans certains conflits, ça pourrait s'adapter, mais dans d'autres, non. Ouais, Et puis là, on a parlé de toute l'histoire des techniques du médiateur, qui pourrait avoir des techniques aussi, qui pourrait aussi avoir des ouais, entretiens individuels ou pas, mm, selon la méthode. Est-ce que tu ouais. aurais d'autres... Peut-être on pourrait encore ajouter dans quel type de situation c'est approprié. Et puis là, je dirais des conflits type identitaires où il y a beaucoup de questions de confiance ou de manque de confiance qui sont plus relationnelles. Peut-être ça, ça peut donner quelques pistes. Euh, et puis, si on l'a dit, hein, mais peut-être aussi pour conclure, différencier avec les autres approches. D'un côté, c'est focaliser sur le processus, sur le besoin des parties et pas sur le résultat. Ça, c'est une Mhm. différenciation qu'on peut faire. Oui, 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 Et c'est là, peut-être, ça se recoupe pas exactement avec FUTAC, parce que FUTAC, on a un processus qui est donné, hein, qui est soi-disant linéaire, oui, mais qui est, voilà. oui, Et puis, par rapport à la transformative, qui est plus focalisée émotion, je dirais, là, on est plus focalisé narration, récit, narration, ouais, histoire, réalité, histoire, réalité, perception de la réalité, réalité, perception de la réalité. On va travailler, réalité, peut-être le médiateur va travailler plus là-dessus, nouvelles informations, ou ces trucs-là. réalité multiple. Oui, c'est ça. On ne commencera pas à expliquer Physique la physique quantique. quantique. Non, on n'ira pas là. Écoute, je te remercie énormément. Je vais laisser sous la vidéo, je vais laisser ton adresse où on peut te rejoindre si on est intéressé par la médiation. Donc, je comprends que tu es un spécialiste aussi, que tu as développé toute une spécialité sur la médiation en ligne et tout ça. Mhm. Donc, je vais laisser ton adresse aux gens sous la vidéo. Je te remercie encore beaucoup et Merci à puis toi, je te Céline. souhaite un bel été. Donc, en tout cas, pour vous, en Suisse, ça aurait bien parti, là, avec toutes les belles fleurs que je vois à Ça l'extérieur. commence gentiment, oui, ça commence gentiment. Ouais, c'est Toi bon. aussi, Merci merci, c'était beaucoup. très agréable, merci. Ciao, ciao, Céline. Merci. Merci. Bye.